Au cœur de la Toscane, là où les collines ondulent comme des vagues figées dans le temps, Lorenzo Battista menait une existence que la solitude avait modelée avec patience. Les vignobles S étendaient à perte de vue depuis sa propriété des environs de Montepulciano, et les champs d'oliviers reflétaient chaque soir cette lumière dorée si particulière qui fait la renommée de la région. Veuf depuis plusieurs années déjà, il s'occupait seul de sa petite exploitation agricole, portant le deuil de Chiara comme une seconde peau qu'il ne parvenait jamais vraiment à ôter. Dans chaque recoin de la maison, les souvenirs de sa défunte épouse persistaient avec une douceur cruelle. L'odeur du pain fraîchement cuit ne montait plus de la cuisine depuis longtemps. Cette voix mélodieuse qui fredonnait en s'occupant du potager était tue à jamais, et les rideaux brodés à la main témoignaient encore de la délicatesse de ses doigts habiles. Lorenzo, homme de peu de mots aux gestes précis et mesurés, partageait désormais ses journées entre le bétail, les plantations et l'entretien constant de la propriété. Il trouvait dans le labeur physique et la compagnie fidèle de Bruno, son chien au pelage roux, une façon silencieuse mais efficace de continuer à avancer malgré tout. Ce matin de printemps commençait comme tous les autres. Le soleil perçait à peine les brumes matinales lorsque Lorenzo entreprit sa tournée habituelle le long du chemin de terre qui traversait ses terres. Bruno trottinait à ses côtés, les oreilles dressées, humant l'air frais, chargé du parfum des fleurs sauvages. Les bourgeons des oliviers promettaient une belle récolte. Et Lorenzo esquissait mentalement les travaux à venir quand quelque chose d'inhabituel attira brusquement son attention. À l'ombre d'un olivier centenaire, dont le tronc noueux témoignait de décennies de résistance aux intempéries, gisait une silhouette immobile. En s'approchant, Lorenzo découvrit une jeune femme inconsciente, ses vêtements poussiéreux et froissés, le corps marqué de nombreuses égratignures qui racontaient une fuite précipitée. Ses cheveux bruns emmêlés encadraient un visage pâle où se devinaient les traces d'une grande fatigue. Sans une seconde d'hésitation, l'instinct de protection qui sommeillait en Lorenzo se réveilla. Il la souleva délicatement, surpris par sa légèreté, et la porta jusqu'à la maison. Bruno les suivait, visiblement inquiet, poussant de petits gémissements plaintifs qui trahissaient son trouble. Dans la chambre d'amis que Chiara avait autrefois préparée avec tant de soin pour accueillir les visiteurs, Lorenzo installa l'inconnu sur le lit au drap blanc impeccablement rangé. Ses connaissances médicales se limitaient aux remèdes traditionnels que sa mère lui avait enseignés dans sa jeunesse. Il prépara des compresses d'eau froide pour faire baisser la fièvre qui embrasait le front de la jeune femme, puis alla cueillir dans son jardin quelques herbes aux propriétés apaisantes. La camomille et la menthe fraîche infusèrent lentement dans l'eau bouillante, dégageant leurs arômes réconfortants dans toute la maison. Les heures écoulèrent avec une lenteur inhabituelle. Lorenzo veillait, assis sur la chaise en bois qu'il avait approchée du lit, observant le visage de elle étrangère en quête du moindre signe d'amélioration. Bruno était couché au pied du lit, ses yeux bruns fixés sur la malade, avec cette attention particulière que les animaux portent instinctivement aux êtres en détresse. Quand elle ouvrit enfin les yeux, Lorenzo fut frappé par l'intensité de son regard. Ses yeux verts, profonds comme des lacs de montagne, portaient en eux le poids d'expériences douloureuses qu'elle semblait porter comme un fardeau invisible. Elle cligna plusieurs fois, cherchant à accommoder sa vision, puis tourna lentement la tête vers lui. « Où suis-je » murmura-t-elle d'une voix rauque, teintée d'un accent qui n'était pas de la région. « Chez moi, dans ma ferme, près de Montepulciano » répondit Lorenzo avec douceur. « Je vous ai trouvé évanouie sous un olivier. Vous étiez brûlante de fièvre. » Elle tenta de se redresser, mais la faiblesse la contraignit à rester allongée. Une expression de méfiance traversa fugacement son visage, comme si elle évaluait instinctivement le danger que pouvait représenter cet homme qu'elle ne connaissait pas. « Je m'appelle Isabella », dit-elle après un long silence. « Isabella Mancini. » Lorenzo hocha la tête, respectant visiblement sa réserve. «
Il ne posa aucune question sur les circonstances qui l'avaient emmené jusqu'à ces terres, devinant intuitivement que cette femme portait des secrets qu'elle n'était pas prête à partager. « Reposez-vous », dit-il simplement. « Vous êtes en sécurité ici. » Mais même en prononçant ces mots rassurants, Lorenzo ne pouvait se douter que cette promesse de sécurité allait bientôt être mise à rude épreuve, et que l'arrivée d'Isabella dans sa vie tranquille marquerait le début d'une série d'événements qui bouleverseraient à jamais l'équilibre paisible de sa petite ferme toscane. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Isabella transformèrent imperceptiblement l'atmosphère de la ferme. Comme une pierre jetée dans un étang paisible, sa présence créait des ondulations subtiles mais persistantes dans la routine bien établie de Lorenzo. Elle se remettait lentement de ses forces, acceptant avec reconnaissance les soins attentionnés qu'il lui prodiguait, mais gardant jalousement le secret des circonstances qui l'avaient mené jusqu'à lui. Chaque matin, Lorenzo préparait un petit déjeuner simple, du pain grillé, du fromage de chèvre de sa production, quelques tomates fraîches du potager et ce café noir et fort qu'il buvait depuis toujours. Isabella s'installait à la vieille table en bois de la cuisine, ses cheveux maintenant propres et brossés encadrant délicatement son visage aux traits fins. Elle mangeait avec l'appétit de quelqu'un qui avait connu la faim, mais ses yeux restaient constamment aux aguets, comme si elle s'attendait à voir surgir un danger à tout moment. « Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé », s'il lui dit Lorenzo un matin, remarquant sa nervosité grandissante. « La propriété est grande. Vous pouvez vous promener librement. L'air pur vous fera du bien. » Isabella leva vers lui un regard où se mêlaient reconnaissance et appréhension. « Merci, mais je préfère rester près de la maison pour l'instant. » Cette réponse intrigua Lorenzo, mais il n'insista pas. Il avait appris avec Chiara que la patience était souvent la clé pour comprendre les âmes blessées. Au lieu de poser des questions, il lui proposa de l'aider dans ses tâches quotidiennes, pensant que l'occupation de l'esprit pourrait l'aider à retrouver un certain équilibre. C'est ainsi qu'Isabella découvrit les joies simples du travail de la terre. Ses mains, qui portaient encore les traces d'une vie antérieure plus raffinée, apprirent à soigner les plants de tomates, à nourrir les poules qui caquetaient joyeusement dans leur enclos et à brosser la robe soyeuse de Stella, la jument alezane de Lorenzo. Peu à peu, des sourires timides commencèrent à éclairer son visage, et Lorenzo sentit son cœur se réchauffer d'une façon qu'il croyait avoir oubliée depuis la disparition de Chiara. Mais cette sérénité apparente fut troublée un après-midi, lorsque Bruno se mit soudain à aboyer furieusement en direction de la route. Lorenzo sortit de la grange où il réparait un vieux tracteur et aperçut une voiture noire aux vitres teintées qui ralentissait devant l'entrée de sa propriété. Le véhicule s'arrêta quelques instants, comme si le conducteur observait les lieux, puis reprit sa route sans s'arrêter. « Qui était-ce » demanda Isabella, apparue à ses côtés, le visage livide. « Je ne sais pas » répondit Lorenzo, troublé par sa réaction. « Peut-être quelqu'un qui s'est trompé de chemin. » Mais Isabella ne semblait pas convaincue. Elle rentra précipitamment dans la maison, et Lorenzo la vit fermer soigneusement tous les volets du rez-de-chaussée. Cette nuit-là, elle ne sortit pas de sa chambre pour le dîner, prétextant un mal de tête. Le lendemain matin, en allant nourrir les poules, Lorenzo découvrit quelque chose d'étrange. La serrure du portail principal semblait avoir été forcée, puis grossièrement remise en place. Aucun objet n'avait disparu. Mais cette intrusion silencieuse le mit profondément mal à l'aise. Il décida de ne pas en parler immédiatement à Isabella, ne voulant pas aggraver son état d'anxiété déjà visible. Cependant, les événements inquiétants ne s'arrêtèrent pas là. Quelques jours plus tard, en se rendant au marché hebdomadaire de Montepulciano pour vendre quelques légumes et acheter des provisions, Lorenzo remarqua les regards insistants que certaines personnes portèrent sur lui. Giuseppe, le boulanger qui le connaissait depuis l'enfance, semblait éviter son regard. Et Maria, la fleuriste, interrompit brusquement sa conversation avec une cliente lorsqu'il s'approcha de son étal. « Tout va bien, Giuseppe ?»
demanda Lorenzo en achetant son pain habituel. Le boulanger haussa les épaules avec un embarras visible. Bien sûr, Lorenzo. Pourquoi ça n'irait pas? Mais son ton manquait de naturel, et Lorenzo sentit qu'on lui cachait quelque chose. En rentrant à la ferme, il croisa le regard d'Isabella qui l'attendait anxieusement derrière la fenêtre de la cuisine. Dès qu'elle le vit, son visage se détendit légèrement, mais l'inquiétude ne disparut pas complètement de ses yeux. « Comment s'est passée votre sortie ?» demanda-t-elle en l'aidant à décharger les provisions. « Plutôt étrangement, » avoua Lorenzo. « J'ai eu l'impression que les gens me regardèrent bizarrement, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignore. » Isabella pâlit et faillit laisser tomber le panier qu'elle tenait. « Lorenzo, il faut que je vous dise... » Mais elle fut interrompue par l'arrivée inattendue d'une camionnette qui s'arrêta devant la maison. Un homme en descendit, grand et élégamment vêtu, portant un costume sombre malgré la chaleur. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement peignés et son regard perçant balaya la propriété avec l'assurance de quelqu'un habitué à dominer. « Monsieur Battista ?» dit-il d'une voix grave et autoritaire. « Je suis Vittorio Santini. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Isabella, qui avait aperçu l'homme par la fenêtre, poussa un gémissement étouffé et recula instinctivement vers l'intérieur de la maison. Lorenzo comprit immédiatement que ce visiteur inattendu était la source de toutes les peurs de la jeune femme et que la vie paisible qu'ils avaient commencé à construire ensemble était sur le point de basculer dans quelque chose de beaucoup plus dangereux et complexe. Lorenzo sentit immédiatement que cet homme représentait une menace bien plus redoutable que tout ce qu'il avait imaginé. Vittorio Santini dégageait cette autorité froide et calculée propre à ceux qui sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent, quels que soient les moyens nécessaires. Son sourire poli ne parvenait pas à masquer la dureté de son regard, et la façon dont il observait la propriété trahissait une familiarité inquiétante avec les lieux. « Je ne vois pas de quoi vous parlez », répondit Lorenzo en s'efforçant de garder un ton neutre, bien que chaque fibre de son être lui criât de protéger Isabella. Vittorio sortit une photographie de sa poche intérieure et la tendit vers Lorenzo. C était un cliché récent d'Isabella, visiblement pris à son insu. « Ma belle-fille a disparu il y a une semaine. Certaines personnes m'ont confirmé l'avoir vue dans votre propriété. »« Votre belle-fille » Lorenzo examina l'homme avec plus d'attention. Rien dans l'attitude de Vittorio ne suggérait l'inquiétude légitime d'un parent pour un membre de sa famille. Au contraire, il y avait quelque chose de possessif et de malsain dans sa manière de parler d'Isabella. « Isabella a perdu sa mère l'année dernière », expliqua Vittorio d'un ton qui se voulait compatissant mais sonnait faux. « Depuis, elle traverse une période difficile. Elle fait parfois des fugues, mais elle finit toujours par revenir à la raison. Je suis inquiet pour sa sécurité. » À l'intérieur de la maison, Isabella écoutait la conversation, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre. Chaque mot de Vittorio la remplissait d'une terreur glacée. Elle connaissait ses méthodes, sa capacité à manipuler la vérité pour servir ses intérêts et surtout, elle savait jusqu'où il était capable d'aller pour la récupérer. « Si elle était ici, ce dont je ne dis rien, » répondit prudemment Lorenzo, « ce serait peut-être parce qu'elle ne souhaite pas rentrer chez vous. Une femme adulte a le droit de choisir où elle veut vivre. » Le sourire de Vittorio se durcit imperceptiblement. « Monsieur Battista, je pense que vous ne comprenez pas bien la situation. Isabella n'est pas, comment dire, en pleine possession de ses facultés mentales depuis la disparition de sa mère. Elle a besoin de soins, de surveillance. J'ai d'ailleurs tous les documents légaux qui me donnent autorité sur elle. » Il sortit de sa mallette en cuir une liasse de papiers officiels, tous parfaitement timbrés et signés. Lorenzo les parcourut rapidement, son cœur se serrant en lisant les termes médicaux complexes qui décrivaient Isabella comme une personne instable, sujette à des crises et incapable de prendre des décisions rationnelles. Ces documents, ils semblent authentiques, admit Lorenzo à contre-cœur. « Ah, parce qu'ils le sont ?» répliqua Vittorio avec une satisfaction évidente. « Maintenant, je pense que nous pouvons régler cette affaire à l'amiable. Isabella doit rentrer avec moi pour recevoir les soins appropriés. »
Mais Lorenzo N. n'était pas homme à céder facilement. Même si ses papiers sont vrais, elle semble aller parfaitement bien ici. Peut-être que ce dont elle avait besoin, était simplement de s'éloigner de certaines influences néfastes. L'allusion était claire et Vittorio l'a reçue comme une gifle. Son masque de politesse glissa légèrement, révélant un éclair de colère froide. « Monsieur Battista, j'espère que vous ne sous-estimez pas la gravité de la situation. Cacher une personne placée sous tutelle légale pourrait vous attirer de sérieux ennuis judiciaires. Et menacer un citoyen honnête sur sa propre propriété pourrait vous en attirer également, » répliqua Lorenzo sans se laisser intimider. Un silence tendu s'installa entre les deux hommes. Vittorio rangea soigneusement ses documents, mais son regard ne quitta pas Lorenzo. « Très bien. Je vois que vous préférez faire les choses de manière compliquée, mais sachez que j'ai les moyens de mes ambitions et que je récupérerai ce qui m'appartient. » Il remonta dans sa voiture et démarra dans un nuage de poussière, laissant derrière lui une atmosphère lourde de menaces non formulées. Lorenzo resta immobile quelques instants, regardant le véhicule disparaître au bout du chemin, puis rentra dans la maison où il trouva Isabella recroquevillée sur une chaise de la cuisine, tremblant de tous ses membres. « Il est parti », dit-il doucement en s'approchant d'elle. Isabella leva vers lui des yeux remplis de larmes. « Lorenzo, il faut que vous compreniez, ces papiers, ils sont faux. Enfin, pas exactement faux, mais il m'a forcé à signer. Après la disparition de maman, il m'a enfermé, il a fait venir un médecin qui était son ami. Et ensemble, ils ont monté ce dossier médical. »« Pourquoi ?» demanda Lorenzo, bien qu'il commençât à deviner la réponse. « Parce que maman lui a légué une partie de ses biens avant de nous quitter, mais pas tout. Il y a un héritage important qui me revient de droit quand j'atteins mes 25 ans. Si je suis déclaré incapable, c'est lui qui gère tout. » Lorenzo s'assit en face d'elle, essayant d'assimiler cette information. « Et quand aurez-vous 25 ans ?»« Dans 3 mois, » répondit Isabella d'une voix à peine audible. Soudain, tout s'éclairait. L'urgence de Vittorio, ses menaces à peine voilées, sa détermination à récupérer Isabella coûte que coûte. Il ne s'agissait pas d'affection familiale, mais d'une sombre affaire d'argent et de pouvoir. Lorenzo prit la main d'Isabella dans la sienne, surpris par sa propre audace. « Isabella, je vous promets qu'il ne vous ramènera pas. Nous trouverons un moyen de prouver que ces documents ont été obtenus sous la contrainte. » Mais même en prononçant ces mots courageux, Lorenzo savait qu'il s'engageait dans un combat difficile contre un adversaire qui possédait visiblement des ressources et des relations importantes. La partie ne faisait que commencer et les enjeux étaient de plus élevés qu'il ne l'avait imaginé. Les jours suivant la visite de Vittorio furent marqués par une tension palpable qui imprégnait chaque recoin de la ferme. Lorenzo avait renforcé la sécurité de sa propriété. Nouveaux verrous, éclairage extérieur amélioré, et Bruno avait été dressé à monter la garde avec plus de vigilance. Mais malgré ces précautions, une impression d'être constamment observée ne les quittait pas. Isabella se montrait de plus en plus nerveuse, sursautant au moindre bruit inhabituel. Elle avait cessé de sortir seule dans le jardin et restait toujours à proximité de la maison. Lorenzo remarquait ses nuits agitées, les cauchemars qui la réveillaient en sursaut et les cernes qui se creusaient sous ses yeux verts. Il aurait voulu la rassurer davantage, mais lui-même sentait l'étau se resserrer autour d'eux. Ce fut en rangeant le grenier, quelques jours après l'incident, que Lorenzo fit une découverte qui allait changer sa perception de toute l'affaire. En déplaçant de vieilles malles poussiéreuses qui avaient appartenu à Chiara, il remarqua que l'une des planches du sol semblait légèrement surélevée. Intrigué, il la souleva et découvrit une cachette qu'il n'avait jamais soupçonnée. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu de soie défraîchi, se trouvait un collier ancien d'une beauté saisissante. Les perles, d'un blanc nacré parfait, alternaient avec de petits diamants qui captaient la lumière filtrée du grenier. Mais ce qui frappa Lorenzo, ce fut l'impression étrange de déjà-vu qui l'envahit en le tenant entre ses mains. Ce bijou lui semblait familier, comme s'il l'avait déjà vu quelque part.
dans un contexte qu'il n'arrivait pas à préciser. Quand il descendit pour montrer sa trouvaille à Isabella, la réaction de la jeune femme le stupéfia. Elle devint livide, ses mains se mirent à trembler, et elle dut s'asseoir brusquement sur une chaise de la cuisine. « Où avez-vous trouvé cela ?» balbutia-t-elle, les yeux fixés sur le collier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Dans le grenier, caché sous une planche. Isabella, qu'est-ce qui ne va pas? Vous le reconnaissez ?» Isabella hocha lentement la tête, ses yeux se remplissant de larmes. « Ce collier, il appartenait à ma mère. Elle le portait le jour de son mariage avec mon père biologique. Après sa disparition, Vittorio m'a dit qu'il avait été perdu dans l'accident. Comment peut-il se trouver ici ?» Lorenzo sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. « Vous êtes certaine que c'est le même ?»« Absolument certaine. Regardez, à l'intérieur du fermoir, il y a une gravure. Pour Elena, mon étoile éternelle. C'est ce que mon père avait fait graver avant de l'offrir à maman. Effectivement, en examinant le fermoir de plus près, Lorenzo découvrit l'inscription délicate gravée dans le métal précieux. Cette découverte soulevait des questions troublantes. Comment ce bijou était-il arrivé dans sa maison? Chiara avait-elle connu la mère d'Isabella? Et si oui, pourquoi ne lui en avait-elle jamais parlé? Isabella, quand votre mère a-t-elle disparu exactement? Il y a 1 an et demi, en octobre. Elle était partie faire des courses en ville et n'est jamais revenue. Sa voiture a été retrouvée au fond d'un ravin sur une route de montagne. Vittorio a dit que était un accident, que la pluie avait rendu la chaussée glissante. Lorenzo réfléchit intensément. En octobre de l'année précédente, Chiara traversait une période étrange. Elle s'absentait souvent sans explication, prétextant des visites à de vieilles amies ou des courses particulières. Il avait attribué ses comportements à une phase de mélancolie passagère. Mais peut-être y avait-il autre chose. Le lendemain matin, un nouveau mystère vint s'ajouter à leurs préoccupations. En sortant pour nourrir les animaux, Lorenzo trouva un billet glissé sous la porte d'entrée. Sur un papier blanc ordinaire, quelques mots étaient tracés d'une écriture soignée. « Il sait où vous êtes. Le temps presse. Cherchez dans le passé les réponses au présent. » Isabella pâlit en lisant le message. « Qui peut bien nous envoyer cela? »« Moi je ne sais pas, mais cette personne semble connaître notre situation, et elle nous met en garde. » Bruno, qui d'ordinaire accueillait les matins avec enthousiasme, se comportait étrangement depuis quelques jours. Il aboyait obstinément en direction du vieux hangar qui servait de remise et refusait de s'en approcher. Intrigué par ce comportement inhabituel, Lorenzo décida d'inspecter le bâtiment de fond en comble. C'est en déplaçant d'anciens outils agricoles qu'il remarqua des marques fraîches dans la poussière du sol. Quelqu'un était venu récemment, avait fouillé dans ses affaires, mais plus troublant encore, il découvrit, gravé discrètement dans une poutre de bois, un symbole qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une sorte de trèfle à 4 feuilles entouré d'un cercle. En rentrant à la maison, Lorenzo montra le dessin du symbole à Isabella. Celle-ci le fixa longuement, fronçant les sourcils comme si elle cherchait dans ses souvenirs. « Je crois avoir déjà vu ce signe quelque part, » dit-elle lentement. « Mais je n'arrive pas à me rappeler où exactement. Était peut-être dans les affaires de maman, ou... » Sa phrase fut interrompue par le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant la maison. Mais cette fois, ce N n'était pas Vittorio. Une femme élégante d'une 50aine d'années en descendit, ses cheveux gris soigneusement coiffés et ses vêtements trahissant un certain rang social. Elle s'avança vers la porte d'un pas déterminé. « Monsieur Battista, je suis Maria Grazia Benedetti, assistante sociale. J'aimerais vous parler au sujet de mademoiselle Mancini. » Lorenzo échangea un regard inquiet avec Isabella. Elle et To se resserraient et il commençait à réaliser que Vittorio avait mobilisé bien plus de ressources qu'il ne l'avait imaginé. Mais peut-être cette visite officielle allait-elle aussi leur donner l'occasion de faire entendre leur version des faits et de révéler la vérité sur les agissements de Vittorio Santini. Maria Grazia Benedetti N n'était pas du tout ce à quoi Lorenzo s'attendait. Contrairement à Vittorio et à son attitude menaçante,
Cette femme dégageait une aura de sincérité et de professionnalisme qui mit immédiatement Lorenzo plus à l'aise. Ses yeux bruns, empreints d'intelligence et de compassion, observaient attentivement sans juger, et sa voix posée invitait à la confiance. « Je vous prie de m'excuser pour cette visite impromptue », commença-t-elle en s'installant dans le salon sur l'invitation de Lorenzo, « mais j'ai reçu un dossier concernant mademoiselle Mancini qui m'a profondément troublé. » Isabella, qui était restée en retrait, s'approcha lentement, ses mains crispées l'une contre l'autre trahissant sa nervosité. Maria Grazia lui adressa un sourire bienveillant qui sembla légèrement apaiser ses craintes. « Mademoiselle Mancini, je travaille dans les services sociaux depuis plus de 20 ans et j'ai vu beaucoup de dossiers. Celui que m'a transmis M. Santini présente des incohérences qui m'inquiètent. » Lorenzo et Isabella échangèrent un regard plein d'espoir. Enfin, quelqu'un semblait prêt à remettre en question la version officielle de Vittorio. « Quelles incohérences ?» demanda Isabella d'une voix à peine audible. Maria Grazia sortit un dossier de son sac et l'ouvrit avec précaution. Premièrement, les certificats médicaux datent tous de la même période, juste après le décès de votre mère. C'est inhabituel pour quelqu'un qui aurait des troubles psychologiques chroniques. Deuxièmement, aucun de vos proches n'a été contacté pour témoigner de votre état mental. Et troisièmement, elle marqua une pause, son expression devenant plus grave. Le médecin qui a signé ces certificats, le docteur Alberti, a été radié de l'ordre il y a 6 mois pour falsification de documents médicaux. Le silence qui suivit cette révélation était chargé d'émotion. Isabella porta une main à sa bouche, les yeux brillants de larmes de soulagement et de colère mêlées. Lorenzo sentit une bouffée d'espoir l'envahir. « Cela signifie que… » commença Isabella. « Cela signifie que votre tutelle est probablement illégale », confirma Maria Grazia. Mais ce n'est pas tout. En creusant davantage, j'ai découvert que M. Santini a fait pression sur plusieurs fonctionnaires pour accélérer la procédure. Il y a eu des irrégularités flagrantes dans le traitement de votre dossier. Lorenzo se pencha en avant, intrigué. « Comment avez-vous découvert tout cela ?» Maria Grazia hésita un moment avant de répondre. « Parce qu'il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre anonyme me demandant d'enquêter sur ce dossier. Cette personne semblait connaître des détails très précis sur les agissements de M. Santini. »« Une lettre anonyme ?» répéta Isabella, surprise. « Oui. Et ce n'est pas tout. Cette lettre mentionnait aussi votre nom, Monsieur Battista, et suggérait que vous pourriez être en danger si vous protégiez Mademoiselle Mancini. » Lorenzo sentit un frisson d'inquiétude le parcourir. Quelqu'un orchestrait les événements dans l'ombre, quelqu'un qui connaissait leur situation et semblait vouloir les aider. Mais qui était cette personne mystérieuse ? « Madame Benedetti, » dit Lorenzo après un moment de réflexion. Accepteriez-vous de voir quelque chose qui pourrait être lié à cette affaire ? Il alla chercher le collier d'Elena et le montra à l'assistante sociale, expliquant dans quelles circonstances il l'avait trouvé. Maria Grazia examina attentivement le bijou, lisant l'inscription gravée sur le fermoir. « Elena Mancini, c'est « était bien le nom de jeune fille de votre mère ?» demanda-t-elle à Isabella. « Oui, avant qu'elle épouse mon père, puis plus tard Vittorio. » Maria Grazia fronça les sourcils, visiblement en proie à une réflexion intense. « Vous savez, ce nom me dit quelque chose. Elena Mancini. » Elle se tut soudain, fouillant dans sa mémoire. « Attendez, il y a environ 2 ans, j'ai traité le dossier d'une femme qui s'appelait Elena. Elle était venue me voir parce qu'elle craignait pour sa sécurité. Elle m'avait dit que son mari voulait la faire passer pour folle pour s'emparer de ses biens. » Isabella devint livide. « Ma mère était venue vous voir, si c'est bien la même personne, oui. Mais elle n'est jamais revenue à notre rendez-vous suivant. Quand j'ai essayé de la contacter, on m'a dit qu'elle avait eu un accident. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant un tableau bien plus sombre que ce qu'ils avaient imaginé. Vittorio n'en était peut-être pas à son premier essai de manipulation et d'intimidation. « Il faut que vous sachiez autre chose, » reprit Maria Grazia d'une voix grave. « Hier,
J'ai reçu un ordre de ma hiérarchie me demandant de classer le dossier d'Isabella sans suite et de ne plus m'en occuper. Officiellement, il n'y a plus de problème et M. Santini a tous les droits légaux sur sa belle-fille. Mais vous êtes quand même venu, observa Lorenzo. Parce que 20 ans d'expérience m'ont appris à reconnaître les situations où une personne est réellement en danger. Et parce que... Elle hésita, puis sembla prendre une décision. Et parce que j'ai reçu une deuxième lettre anonyme hier soir. Cette fois, elle contenait des documents qui prouvent que Vittorio Santini a corrompu des fonctionnaires pour faire classer votre dossier. Elle sortit de son sac une enveloppe Kraft et en étala le contenu sur la table. Copie de virements bancaires, enregistrements de conversations téléphoniques, témoignages écrits, tout un arsenal de preuves qui démontrait clairement les agissements illégaux de Vittorio. « Ah, qui peut bien nous envoyer tout cela ?» murmura Isabella, abasourdie. « Je ne sais pas, » répondit Maria Grazia. « Mais cette personne connaît très bien les rouages administratifs et a accès à des informations confidentielles. Elle semble déterminée à faire éclater la vérité. » Lorenzo examina les documents, son esprit tournant à pleine vitesse. Une idée commençait à germer dans son esprit, une possibilité qu'il n'osait encore formuler. Et si Chiara, avant sa disparition, avait découvert quelque chose sur Vittorio? Et si elle avait constitué ce dossier pour protéger Elena, puis Isabella? Mais cette hypothèse soulevait une question encore plus troublante. Si Chiara était mêlée à cette affaire, sa propre disparition était-elle vraiment accidentelle? La nuit qui suivit la visite de Maria Grazia fut marquée par un orage d'une violence exceptionnelle. Les éclairs zébraient le ciel toscan de lueurs blanches et électriques, tandis que le tonnerre grondait au-dessus des collines comme une colère divine. Lorenzo, qui n'arrivait pas à trouver le sommeil, arpentait le salon en réfléchissant aux révélations de la journée. Isabella, assise près de la fenêtre, observait la tempête avec une fascination mêlée d'inquiétude. Cette tempête me rappelle celle de la nuit où maman a disparu, murmura-t-elle soudain. Il pleuvait si fort que les routes étaient devenues impraticables. Lorenzo s'arrêta dans sa marche et la regarda attentivement. « Isabella, vous rappelez-vous d'autres détails de cette nuit-là ? Maman était très agitée dans les jours qui précédaient. Elle passait beaucoup de temps au téléphone, parlait à voix basse, cachait des papiers, et puis, ce soir-là, elle a reçu un appel vers 22 heures. Après avoir raccroché, elle a dit qu'elle devait absolument sortir, qu'elle avait un rendez-vous important. Un rendez-vous? Par un temps pareil? C'est ce que j'ai pensé aussi. J'ai essayé de la dissuader, mais elle semblait déterminée. Elle a dit... Isabella marqua une pause, fouillant dans ses souvenirs. Elle a dit qu'elle allait enfin pouvoir prouver la vérité sur Vittorio et me protéger. Un éclair particulièrement violent illumina soudain la pièce, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Mais ce ne fut pas le bruit de l'orage qui fit sursauter Lorenzo et Isabella. Ces haies était celui d'une branche énorme qui venait de s'abattre sur le toit de la maison, provoquant un fracas épouvantable. « Le grenier !» s'exclama Lorenzo en se précipitant vers l'escalier. En arrivant au premier étage, ils découvrirent qu'une partie du toit S était effectivement effondrée, laissant pénétrer la pluie battante. Mais ce qui attira immédiatement leur attention, ce fut la découverte d'un compartiment secret que la chute de la poutre avait révélé. Derrière une cloison de bois maintenant fendue, une cavité apparaissait, protégée de l'humidité par une bâche cirée. Lorenzo s'approcha prudemment et en sortit un paquet soigneusement emballé. À l'intérieur, ils trouvèrent un ensemble de documents qui allaient bouleverser leur compréhension de toute l'affaire. Des lettres signées de la main de Chiara, un carnet de notes détaillées et surtout, une série de photographies compromettantes. « Mon Dieu !» souffla Lorenzo en découvrant l'écriture familière de sa défunte épouse. La première lettre était datée de 6 mois avant sa disparition et était adressée à Elena Mancini. Chiara y expliquait qu'elle avait découvert par hasard les agissements de Vittorio lors d'une réception officielle où elle l'avait entendu se vanter de ses méthodes pour récupérer des héritages difficiles. Elle proposait son aide à Elena pour constituer un dossier contre lui. Chiara connaissait ma mère,
murmura Isabella, les larmes aux yeux. Elles travaillaient ensemble pour démasquer Vittorio. Les photographies montraient Vittorio en compagnie d'hommes à l'allure peu recommandable, échangeant des enveloppes dans des lieux discrets. Le carnet de Chiara détaillait minutieusement les méthodes employées par Vittorio. Corruption de fonctionnaires, falsification de documents médicaux, intimidation des témoins gênants. Mais la découverte la plus choquante fut une lettre inachevée de Chiara, datée du jour même de sa disparition. Elle y écrivait « Lorenzo, si tu lis ceci, c'est que mes craintes se sont réalisées. Vittorio a découvert notre enquête. Elena et moi avons rendez-vous ce soir pour remettre nos preuves aux autorités. Si quelque chose nous arrive, sache que ce n'est pas un accident. Prends soin d'Isabella comme de ta propre fille. Elle sera sa prochaine cible. Le dossier complet est caché dans... » La phrase s'arrêtait là, laissant Lorenzo et Isabella dans un état de choc profond. Tout devenait clair. Chiara et Elena N. étaient même pas victimes d'accidents, mais de la vengeance de Vittorio qui avait découvert leur complot. Il les a tués, chuchota Isabella, le visage blême. Il a tué ma mère et votre épouse parce qu'elle menaçait ses plans. Lorenzo serra les poings, envahi par une colère sourde mêlée à une immense tristesse. Chiara était partie rejoindre Elena cette nuit fatidique pour remettre leurs preuves aux autorités, mais Vittorio les avait devancées. Il avait orchestré leur disparition pour qu'elles ressemblent à des accidents. Soudain, Bruno se mit à aboyer furieusement vers l'extérieur. Malgré la tempête, des phares de voiture percèrent l'obscurité, s'approchant lentement de la maison. Lorenzo éteignit rapidement les lumières et fit signe à Isabella de se taire. « Il ne pouvait pas choisir plus mauvais moment », murmura-t-il en observant par la fenêtre. Mais ce ne fut pas Vittorio qui sortit du véhicule. Était Maria Grazia, trempée jusqu'aux os, qui courait vers la maison en tenant une enveloppe au-dessus de sa tête pour la protéger de la pluie. « Ouvrez vite !» cria-t-elle en frappant à la porte. « J'ai reçu de nouvelles informations. Vittorio sait que j'enquête. Il va agir cette nuit. » Lorenzo ouvrit immédiatement, et Maria Grazia se précipita à l'intérieur, haletante et visiblement terrifiée. « Il faut partir immédiatement, » dit-elle sans préambule. « J'ai intercepté un appel. Vittorio a engagé des hommes pour venir vous chercher cette nuit. Il prétendra qu'Isabella a fait une crise et qu'il doit l'emmener d'urgence dans une clinique privée. » « Une clinique privée ?» répéta Isabella, horrifiée. « Une clinique où il a des complices, » précisa Maria Grazia. « Une fois là-bas, personne ne pourra plus vous aider. Il aura tout le temps nécessaire pour vous faire signer tous les documents qu'il voudra. » Lorenzo regarda les preuves qu'il venait de découvrir, puis Isabella, puis Maria Grazia. Le moment était venu de prendre une décision cruciale. Il ne pouvait plus rester sur la défensive. Il était temps de passer à l'offensive et de révéler au grand jour toute la vérité sur les agissements de Vittorio Santini, même si cela signifiait se mettre en grand danger. La décision fut prise en quelques secondes. Lorenzo rassembla rapidement tous les documents trouvés dans la cachette de Chiara, pendant qu'Isabella préparait un sac avec leurs affaires essentielles. Maria Grazia, encore essoufflée, consultait nerveusement sa montre. « Nous avons peut-être une heure d'avance sur eux, » dit-elle. La tempête ralentit leur progression, mais il ne faut pas traîner. « Où pouvons-nous aller ?» demanda Lorenzo. Vittorio semble avoir des contacts partout. Un sourire mystérieux éclaira le visage de Maria Grazia. « J'ai une confession à vous faire. Je ne suis pas la seule à avoir reçu des lettres anonymes. Il y a 3 semaines, le procureur Marco Della Rocca a également été contacté par cette personne mystérieuse. Il mène une enquête discrète sur Vittorio depuis des mois. » « Le procureur ?» s'exclama Isabella, incrédule. « Oui, et ce soir, il nous attend avec une équipe spécialisée dans un lieu sûr. Nous allons enfin pouvoir présenter toutes nos preuves et faire arrêter Vittorio. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Lorenzo s'arrêta soudain. « Attendez, il me manque quelque chose. » Il remonta rapidement au grenier et fouilla dans les décombres jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Une dernière enveloppe cachée tout au fond du compartiment secret, marquée des mots « Pour Isabella, le jour de ses 25 ans ». En redescendant,
Il tendit l'enveloppe à la jeune femme. « Votre mère et Chiara avaient prévu cela pour vous. » Isabella ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre de sa mère et une clé dorée accompagnée d'une adresse. La lettre révélait l'existence d'un coffre-fort dans une banque de Florence, contenant non seulement son héritage légitime, mais aussi toutes les preuves originales contre Vittorio. Elles avaient tout préparé, murmura Isabella, émue aux larmes. Même si quelque chose leur arrivait, elle voulait que justice soit faite. Le trajet jusqu'à Florence sous la tempête fut éprouvant. Mais ils arrivèrent finalement dans un bâtiment officiel où les attendait effectivement le procureur Della Rocca, un homme aux cheveux argentés dont le regard déterminé inspirait confiance. Mademoiselle Mancini, Monsieur Battista, les accueillit-il chaleureusement. Maria Grazia m'a beaucoup parlé de votre situation. Nous avons enfin l'occasion de coincer Vittorio Santini. Monsieur le procureur, dit Lorenzo, nous avons des révélations importantes à vous faire. Pendant les heures qui suivirent, dans le bureau sécurisé du procureur, toute la vérité éclata au grand jour. Les documents de Chiara, combinés aux preuves envoyées par le mystérieux correspondant anonyme et maintenant complétés par le contenu du coffre-fort de la mère d'Isabella, formaient un dossier accablant. Vittorio Santini N n'était pas seulement un manipulateur isolé. Il dirigeait un réseau organisé spécialisé dans l'appropriation frauduleuse d'héritage. Elena et Isabella N étaient que 2 victimes parmi d'autres. Le procureur révéla qu'ils avaient identifié au moins 12 cas similaires au cours des 5 dernières années. « Mais ce soir, c'est fini », annonça le procureur avec satisfaction. « Mes équipes y sont déjà en route pour arrêter Vittorio et ses complices. » Au petit matin, quand la tempête se calma enfin et que les premiers rayons du soleil percèrent les nuages, Vittorio Santini était en garde à vue, ainsi que le faux docteur Alberti et plusieurs fonctionnaires corrompus. L'enquête révéla que les disparitions d'Elena et de Chiara N étaient effectivement pas accidentelles et que Vittorio avait orchestré ces tragédies pour protéger ses activités criminelles. Isabella, qui atteignait ses 25 ans le mois suivant, put enfin récupérer son héritage légitime et, plus important encore, sa liberté. Le tribunal annula immédiatement sa tutelle illégale et toutes les procédures frauduleuses mises en place par Vittorio. Mais la plus grande surprise les attendait lors du procès. Le procureur révéla enfin l'identité de leur mystérieux bienfaiteur. Il s'agissait de Giuseppe, l'ancien ami d'enfance de Lorenzo qu'il avait évité au marché. Giuseppe avait été contraint de travailler pour Vittorio sous la menace, mais il avait secrètement constitué un dossier complet sur ses activités criminelles. Était lui qui avait envoyé toutes les lettres anonymes, préparant minutieusement la chute de son patron. « Je ne pouvais plus supporter de voir des familles détruites », expliqua Giuseppe lors de son témoignage. Quand j'ai compris que Vittorio s'en prenait à Isabella et que Lorenzo était en danger, j'ai décidé qu'il fallait agir. 6 mois plus tard, par une belle journée de printemps, Lorenzo et Isabella se promenaient dans les vignobles de la ferme. La propriété avait retrouvé sa sérénité et Bruno gambadait joyeusement entre les rangées de vignes. Isabella avait décidé de rester en Toscane, ayant trouvé dans cette terre et auprès de Lorenzo une paix qu'elle n'avait jamais connue. « Vous savez, » dit-elle en regardant les collines dorées qui étendaient à l'horizon, « je crois que maman et Chiara seraient heureuses de nous voir ainsi. » Lorenzo hocha la tête, posant doucement sa main sur celle d'Isabella. « Elles nous ont laissé plus qu'un héritage ou des preuves. Elles nous ont laissé la possibilité de construire un avenir ensemble. L'amour qui avait germé entre eux pendant ces mois difficiles s'épanouissait désormais librement, nourri par la confiance mutuelle et le respect. Il s'était promis de perpétuer la mémoire d'Elena et de Chiara en aidant d'autres victimes de manipulations similaires. Au coucher du soleil, alors qu'ils rentraient vers la maison où les attendait un dîner préparé avec amour, Isabella se tourna vers Lorenzo avec un sourire lumineux. « Merci de m'avoir sauvé, » dit-elle simplement. « C'est vous qui m'avez sauvé, » répondit Lorenzo. « Vous avez redonné un sens à ma vie. » Et tandis que la lumière dorée de la Toscane baignait leur visage, ils surent que leur histoire, née dans la tourmente et le mystère, s'épanouirait désormais dans la paix et l'amour,
sous la protection bienveillante de celles qui avaient sacrifié leur vie pour que triomphe la justice. Chers spectateurs, nous espérons que l'histoire de Lorenzo et Isabella vous a touché autant qu'elle nous a émeus en elle écrivant. Cette tale de courage, d'amour et de justice nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la vérité finissent toujours par triompher. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à cette vidéo. Nous publions chaque jour de nouvelles histoires qui explorent la complexité des relations humaines et célèbrent la force de l'amour véritable. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du destin de Lorenzo et Isabella. Et quelle région vous aimeriez que nous explorions dans nos prochaines aventures? Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émotions.